Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc 10 janvier 2024, Marvel revient. Alors c'est pas forcément le MCU qui revient, mais Marvel revient quand même sous forme de série en 5 épisodes sur Disney+. Et cette série, elle s'appelle Echo, et donc voilà, ça sort aujourd'hui en 5 épisodes, et c'est vrai que, j'avoue, le trailer était assez prometteur. Et même si le premier épisode de cette série est assez prometteur, est-ce que ça passe le fameux cap du second épisode? Vous savez, ce fameux second épisode où tu te dis, soit ça transforme l'essai, soit ce second épisode, c'est de la merde, et donc après, tout va être à l'image de ce second épisode, c'est-à-dire pas forcément tout pourri, mais disons pas bien passionnant. Et le problème, c'est que Echo fait partie de ce genre de série. On va en parler, évidemment, dans cette vidéo. Donc, comme je disais, cette série est produite par Disney+, par Marvel Studios, et attention, ça a son importance, par un tout nouveau label qui s'appelle Marvel Spotlight. Alors ça a son importance, pourquoi? Tout simplement parce que ce label Marvel Spotlight, c'est donc la première fois qu'elle produit une série, et donc c'est Echo qui essuie un peu les plâtres de ce nouveau label, sauf que ce label, il existait déjà en 71, mais pour les comics Marvel. Et en gros, le but de ce nouveau label, c'est de faire connaître des super-héros Marvel un peu méconnus du grand public et de les mettre un petit peu en avant. Voilà. Donc là, il est question de mettre en avant Maya Lopez, une meurtrière héroïne sourde et qui est d'origine amérindienne et qui apparaissait quand même dans la série Hawkeye, diffusée sur Disney+, que moi, évidemment, je n'avais pas vu. Ça m'intéressait pas trop parce que je trouvais que ça faisait un peu série pour ados. Mais c'est vrai que sa première apparition, en tout cas, sur Disney+, c'était dans Hawkeye. Mais dans les comic books, elle apparaît par rapport à Daredevil. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les dirigeants de la firme Marvel? Marvel Spotlight nous offre la possibilité de porter à l'écran des histoires guidées par des personnages davantage ancrés dans notre monde. Avec Echo, on s'intéresse plus à des enjeux très terre à terre, plutôt qu'à la continuité du MCU. Notre public n'a pas besoin d'avoir vu les autres séries Marvel pour comprendre l'histoire de Maya dans Echo. Alors, c'est vrai, je l'admets bien volontiers, que t'as pas besoin de te taper tous les films avant, toutes les séries, etc. C'est pas que c'est déconnecté de l'univers, parce que quand même tu vas retrouver justement Hawkeye, tu vas retrouver Daredevil, tu vas retrouver des personnages comme ça, mais disons que oui, tu peux très bien, enfin en tout cas pour moi, j'ai pas ressenti de gêne en n'ayant pas vu Hawkeye et toutes les mêmes quelques productions Marvel, j'ai pas ressenti de gêne pour comprendre, si tu veux, l'intrigue de la série, même si l'intrigue est très très mince. Alors Echo, déjà dans les comics Marvel, Maya Lopez est une amérindienne et l'un des rares personnages sourds dans les comics Marvel. Personnage secondaire de la série Daredevil, elle est aussi connue sous l'identité de Ronin. Quand elle revêt son costume d'Echo, elle est aisément identifiée à l'empreinte de main blanche tracée au fond de teint blanc qui recouvre une partie de son visage. Bon, en gros, c'est le délire de Echo. Et en plus, elle est amputée d'une jambe. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport au visionnage de cette série. Alors déjà, la première question, est-ce que cette série, parce que j'ai l'impression qu'ils misent quand même beaucoup là-dessus, est-ce que c'est le retour de Disney Marvel? Alors pourquoi je dis le retour? Tout simplement parce que, vous le savez, l'année 2023 a été pour eux plus ou moins catastrophique, entre les séries sous-produites par Lucasfilm, les beats d'Indiana Jones, alors même si oui, les Gardiens de la Galaxie, ça a fait le taf en termes de box-office, mais je veux dire, tout le reste s'est complètement effondré, les critiques étaient très mauvaises, bon bref, c'est une année, peut-être la pire des années pour Marvel, mais aussi pour DC Comics, on voit bien que, ça y est, les super-héros ont fait leur temps. Est-ce que ça veut dire que la firme Marvel peut revenir avec ce fameux Echo? La question reste entière, moi j'ai quand même pas l'impression, parce que c'est vrai qu'en ayant vu ces épisodes, je me pose la question quand même du renouvellement, et même s'il n'y a pas de renouvellement, je me pose la question de la pérennité, si tu veux, de cette série dans le temps. J'ai quand même pas l'impression qu'elle va faire un effet, si tu veux, waouh, comme à l'époque du premier Iron Man, j'ai pas l'impression. Et puis surtout, il faut pas oublier quand même les déclarations assez récentes de Bob Iger. Bob Iger, donc PDG de Disney, qui a quand même dit, qui a suggéré à ses équipes créatives d'amorcer un autre virage plutôt que de privilégier les symboles et les messages positifs. Apparemment, il aurait dit de retourner à nos racines, c'est-à-dire se rappeler que nous devons d'abord divertir, c'est-à-dire en gros, bon, en sous-texte, abandonner le wokisme, quoi. Et il y en a certains qui pourront me dire, mais non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Bien sûr que si, qu'il a voulu dire ça. Évidemment. Alors, il va pas employer le mot, bien sûr. Mais évidemment qu'en sous-texte, ça veut dire ça. Parce que Bob Iger, quand il voit l'état des finances, comme je l'ai dit,
pour eux, le wokisme, c'est une manière de faire de la thune. Si le wokisme, ça se retourne contre eux et qu'ils ne font plus d'argent, t'inquiète pas, ils vont vite l'abandonner. Mais le seul problème de Echo, c'est que c'était déjà dans les tuyaux depuis un bon moment. Pour autant, est-ce que ça veut dire que Echo est une série woke? Parce qu'évidemment, je sais très bien que c'est la question que vous allez vous poser. Eh bien, la réponse, elle est oui et non. Voilà, les deux. Non, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, de base, c'est adapté d'un comics qui existait déjà en 1999, où il était question d'Amérindiens, où il était question d'une femme héroïne, où il était question d'une femme sourdine muette, etc., etc. Donc tous les symboles, si tu veux, de l'inclusivité, ils existaient déjà en 1999. Mais pour autant, on pourrait dire quand même que c'est pas forcément le comics de base qui est woke, mais plus son adaptation. Du fait que le comic sort en 1999, qu'est-ce qui les empêchait d'adapter ce genre d'histoire? Je dis pas tout de suite maintenant en 99, mais je sais pas moi, en 2005, en 2006, en 2007, quand ils ont commencé à attaquer justement la vague des adaptations de comic book au cinéma via X-Men. Eh bien non, on n'en a jamais entendu parler de cette fameuse Echo. Et comme par hasard, on en entend parler en 2023, au moment où, évidemment, le fait de surfer sur le thème de l'inclusivité devient, évidemment, je dirais, une manière pour Disney, une grosse manière pour Disney de gagner de la thune. Comme je vous l'ai dit, et je le répéterai sans cesse, le wokisme, chez Disney, c'est pas juste pour être altruiste. On est bien d'accord. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un business derrière. Ils le savent très bien. Donc ils vont l'exploiter. Seulement, quand ils voient, et je le redis encore aussi, quand ils voient que cette exploitation du wokisme va se retourner contre eux et va générer, des baisses en termes de vente de billets, forcément, ils vont l'arrêter. Bon, mais en ce sens, on pourrait se dire que oui, la série Echo, elle est woke, parce que on profite encore d'une thématique, on profite d'un truc très à la mode, pour ressortir ce personnage du placard. Alors que, en vérité, tu vois bien que les producteurs, ça ne les a jamais intéressés de le mettre en avant, ce personnage. Et ça, pendant 23 ans, puisque le premier numéro de cette série Echo dans le comics, il date de 99. Donc on voit bien qu'ils en avaient rien à foutre à l'époque, et maintenant, comme par hasard, allez hop, on le ressort du placard. Donc oui, dans ce sens, alors c'est pour ça que je disais, en même temps, non, c'est pas woke parce que c'est adapté du comic qui lui-même relatait ce personnage-là, et en même temps, c'est woke parce que tout dépend de quand est-ce que tu sors cette adaptation. Alors maintenant, la troisième question qui se pose, est-ce que c'est violent pour adultes, etc., comme on peut le lire parfois, parce que c'est vrai que le trailer, et j'avoue, mais moi, je suis un peu tombé dans le panneau, je me suis dit, tiens, putain, c'est marrant, ça change un peu de tout ce qu'on a pu voir ces dernières années chez Marvel et tout ça. Et effectivement, sur le premier épisode, tu te fais prendre un peu au piège de ça. Parce que c'est assez mature, c'est assez sombre, c'est même parfois violent. Alors violent, j'exagère un peu, mais bon, je mets des guillemets. Mais oui, c'est plus violent que toutes les dernières productions que t'as vues Marvel, ça c'est clair. Mais en fait, vu comme ça, c'est un peu le problème. Il faut pas oublier quand même qu'on s'est tapé je sais pas moi, des années de production Marvel qui sont quand même limite presque écrits pour les enfants et les ados, quoi. On va pas se mentir. Même si moi, il m'est arrivé de défendre WandaVision, et je continuerai à la défendre parce que, pour le coup, j'estime que finalement c'est une série que je trouve un peu plus mature que les autres, pour plein de raisons, et je m'en étais expliqué à l'époque. Mais tout le reste, c'est quand même bien pour les gamins, quoi. À un moment donné, il faut bien se rendre compte. Donc, quand ton cerveau, il est habitué, si tu veux, à des choses comme ça, à des productions comme ça, dès que tu vois un semblant de sombre, un semblant de violence, un semblant de truc où tu vois des guns et des fights et des machins avec une meuf qui fait toujours la gueule, tu fais « Waouh, ça y est, c'est plus sombre ». Je dirais que c'est un peu un piège. C'est un peu un piège parce que, on va pas se mentir, on est très très loin si tu veux, je sais pas moi, de n'importe quelle production HBO que je vais te sortir, que ça peut aller des Sopranos jusqu'à House of the Dragon, on est quand même très très loin de ça. Donc quand j'entends « Oui, c'est adulte, machin », non, c'est pas adulte du tout. Et tu le vois d'ailleurs dès le deuxième épisode. J'ai envie de te dire, c'est encore un truc pour ado, enfin pour post-ado, quoi. On va pas se mentir. C'est pas que moi j'aime pas les trucs post-ado, mais on ne peut pas le mettre dans la case genre attention, on a le produit adulte ultime. Ça, c'est complètement faux. Et si vous avez vu les épisodes comme moi je les ai vus, honnêtement, vous pouvez pas me contredire. Je veux dire, on pouvait estimer effectivement que les séries
Daredevil, Jessica Jones, voire The Punisher, étaient pour moi, oui, un peu plus matures, effectivement, même si quand même on restait pour moi encore dans un univers post-ado. Mais disons qu'il y avait un effort de fait. Là, je trouve quand même qu'on est dans du dans du sous Daredevil et dans du sous Jessica Jones, très clairement. On n'est pas à ce level-là quand même. Alors c'est vrai que puisque je parlais de Daredevil, alors c'est vrai qu'on va retrouver cet univers-là, puisque forcément cette héroïne est connectée à ces comics, donc on va retrouver Daredevil dans une scène assez sympa. On va retrouver Fisk, donc joué par Vincent D'Onofrio. Toujours très bien, hein, Fisk, Vincent D'Onofrio, j'ai envie de te dire, il y a pas de problème là-dessus, mais voilà quoi. Bon, enfin, j'ai pas trouvé l'histoire très palpitante quand même, malgré, si tu veux, la présence de ces personnages-là. Mais du fait aussi, un problème d'écriture flagrant. Moi, je suis désolé de te dire que cette fameuse Maya héroïne, écho et machin et truc avec un soupçon comme ça de mysticisme avec les Amérindiens et tout, c'est très sympa, mais sauf que l'héroïne, ils ont quand même du mal à la rendre attachante. Elle fait un peu toujours la gueule. Alors, je dis pas que dans le comics c'était pas comme ça, hein. Attention, ok, y a pas de souci. Mais je trouve que si ça peut passer en comics, je trouve que à l'écran ça passe pas quoi. Ça passe pas. La meuf qui fait toujours la tronche, je sais pas, on dirait un espèce de gars. Enfin, il y a un moment donné, j'aime beaucoup hein, les héroïnes badass au cinéma et tout ça, mais il s'agirait de lui mettre de la nuance. Tu peux pas juste la mettre, comme un espèce de monolithe comme ça, avec une expression faciale. C'est quand même compliqué. Donc oui, pour moi, personnage pas attachant, problème d'écriture flagrant là-dessus, quoi. Une origin story. Bon, cette origin story finalement, oui, qui ressemble à d'autres origin story que t'as vu, qu'on a vu 1 milliard de fois, et je trouve même en moins bien. Et franchement, finalement, les handicaps qu'elle a, par exemple le coup le fait qu'elle soit sourde et muette et tout, ça aurait pu être vachement intéressant. Et je dirais que à certains moments, ça pourrait constituer finalement l'originalité du show. Et pourquoi pas, des fois ça l'est. Mais je trouve qu'il l'exploite finalement pas beaucoup. C'est-à-dire que parfois, alors dans certaines scènes de baston, dans certains trucs, ils vont couper le son exprès pour bien montrer, pour signifier en fait ce qu'elle n'entend pas, voilà, forcément. Donc pour te mettre à sa place à elle et tout. Et donc ça, ok, c'est des idées de mise en scène assez intéressantes, mais je trouve qu'ils poussent pas le truc assez loin pour moi. Et puis surtout, t'as quand même pas l'impression d'un handicap dans le sens où tout le monde a l'air de très bien la comprendre. Voilà, tout le monde tout le monde parle le langage des signes, tout le monde la pige totalement. T'en as pas un qui la comprend pas. Alors si à un moment donné t'as Fisk quand même qui a besoin d'une traductrice et tout ça, d'accord. Mais je veux dire à part ça, c'est comme si elle parlait normalement quoi. Enfin tu vois, il y a un moment donné, cette originalité du handicap, de la représentation du handicap, je trouve qu'il le pousse pas assez. Pareil pour la jambe dont elle est amputée et tout ça, elle a une prothèse et compagnie. Bon, t'as l'impression que la meuf, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est au bord, elle monte à bord d'un train et vas-y que je fais des cascades et vas-y que je te descends d'un toit comme ça avec la prothèse et tatati et tatata. Bon, il y a un moment donné, faut pas non plus nous prendre pour des abrutis. Moi, je veux bien le côté super-héroïne et tout ça, mais bon, il y a quand même des limites à la crédibilité. Donc, je trouve que là-dessus, tout ce qui aurait pu être vachement original par rapport aux handicaps, pour moi, c'est pas poussé assez loin, et finalement, ils s'en servent pas beaucoup. Donc tout ça finit par être un peu accessoire quand même. Alors après, sur la forme, c'est plutôt bien réalisé, mais je dirais quand même que t'as beaucoup d'effets spéciaux, t'as beaucoup de choses, des fonds verts et des machins, des CGI qui se voient, mais alors qui se voient très très bien, et ça c'est un peu gênant. T'as quand même une réal honnête, passable, t'as des plans assez sympas, enfin t'as des séquences assez sympas, genre plein écran, etc. Ok, très bien, bon, mais je dirais que tout ça est quand même assez mince, couplé à une histoire encore elle aussi très très mince. Donc je vais pas vous dévoiler évidemment tout ce qui se passe dans ces épisodes, je vais pas vous spoiler, mais j'ai trouvé ça extrêmement mince, j'ai trouvé que ça manquait énormément d'ambition, et là où ils auraient pu justement, Marvel Studios et Marvel Spotlight et tout ça, marquer un gros coup. Mais quand je dis marquer un gros coup, ça veut dire en termes de violence et de représentation graphique,
Je pense qu'il y avait de quoi faire. Là, honnêtement, c'est pour moi très 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 gentillet, quoi. C'est ça, ça reste pour moi du standard de n'importe quelle série Disney Plus Marvel que tu peux regarder. Enfin, il y a rien de fou, quoi. Honnêtement, il y a vraiment rien de fou. Le gros coup, ça aurait été effectivement de lorgner du côté d'HBO. Là, je t'aurais dit ah ok, là c'est très fort. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu que Disney aille chez FX, donc voilà, ils sont propriétaires de FX, où ils n'hésitent pas en termes de violence graphique et tout ça. Mais je crois qu'il aurait fallu changer peut-être de studio, voilà. Mais il y avait un truc à faire. Évidemment, ils y vont pas, et c'est un peu dommage. On aurait pu avoir quelque chose de bien plus fort que ce qui nous est proposé là. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.